Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour entendre parler d'un sujet qui est quand même niche, le MES. Donc, au bout de 25 minutes, vous saurez déjà qui nous sommes et ce que c'est que le MES. Et nous répondrons aux principales questions qui nous ont été posées et sur lesquelles, avec Marc-Antoine, nous comptons pouvoir vous apporter des réponses. Donc pour ma part, je suis Stéphane Crépet, président de la société Productis, qui est éditeur de MES, et je suis également président du club MES. Et je vais vous présenter Marc-Antoine, le vice-président, qui va dire qui il est, et on va essayer tous les deux de vous apporter toutes les réponses aux questions et les connaissances nécessaires. Très bien, merci Stéphane. Marc-Antoine Serrian, je suis responsable marketing chez Astré Software, un éditeur de logiciels, confrère de Stéphane Crépet. Sur la partie Club MES, je suis responsable de la commission événements et on mène tout un tas d'actions qu'on va vous présenter brièvement pour introduire ce que c'est que le Club MES et quelle est cette bête-là. Alors on va commencer maintenant, Marc-Antoine. Oui. Qu'est le Club MES? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qui y adhère? Qui peut y adhérer? Voilà, déjà dans un premier lieu. Je vais essayer de me rappeler des questions et les traiter dans l'ordre, Stéphane. Le Club MES, c'est une association qui regroupe tous les éditeurs et intégrateurs de solutions de type MES. Ça représente aujourd'hui une quarantaine de membres, avec un président, un conseil d'administration et pas mal de membres assez actifs. Environ la moitié des membres sont actifs aujourd'hui et participent à des salons, participent à des webinars, nous amènent des clients industriels qui sont aujourd'hui ce que l'on cherche le plus au travers de nos actions, c'est-à-dire qu'on va aller chercher leur retour d'expérience, on va aller chercher leurs avis, on va les faire participer à des ateliers, à des workshops, à des réflexions, des ateliers de réflexion sur c'est quoi l'IA demain dans l'industrie, quelle est la meilleure méthodologie pour implémenter mon projet, enfin tout un tas de sujets. Aujourd'hui, en tant que responsable de la commission événements, aux côtés de Stéphane et en accord avec nos visions communes, le but pour nous c'est de proposer différents outils aux membres, mais aussi accompagner les industriels dans leur choix et dans leur réflexion. C'est-à-dire un choix basique, hein. Le MES, est-ce que c'est bien la solution qu'il me faut pour améliorer ma performance? Est-ce que c'est bien la solution qu'il me faut pour améliorer ma supply chain? Et on les aide et on les guide. Ça, c'est la mission du Club MES. Si tu veux compléter. Oui, je vais peut-être aussi répondre à une partie de l'Assemblée qui ne saurait pas ce que c'est que le MES. Ça serait tout à fait normal. Alors, oui. On va commencer. Il y a un trigramme, Manufacturing Execution System. Si vous en avez compris un petit peu plus, tant mieux pour vous. Moi, je ne suis pas certain. Donc, en fait, on va parler en français de logiciels et de solutions ou services qui permettent de suivre la production industrielle en temps réel et d'informer l'ensemble des opérateurs, chefs d'équipe et intervenants sur tout un process industriel. Qui ça concerne comme type d'industrie? Tout le monde, on est d'accord? Tout à fait. Que ce soit des industriels qui ont un process à tendance automatisée ou un process manuel, tout le monde. C'est-à-dire l'ensemble des métiers. Entre les clients d'Astré et de Productis, je pense qu'on a à peu près tous les secteurs, on est d'accord? Ah oui, le scope du MES adresse à absolument toutes les activités industrielles, que ce soit des tuyaux, des petites pièces, de l'assemblage, de la pharmacie, de l'agroalimentaire. Le MES va trouver son terrain de jeu à peu près partout. En fait, on va se situer en dessous le RP et au-dessus des équipements. Donc, on n'a pas la possibilité ici d'avoir nos schémas, mais un ERP va donner des commandes à réaliser, puisqu'il doit répondre et livrer ses clients, avec des échéances généralement à la journée. C'est pas un instrument en temps réel. Par contre, il va fédérer toutes les demandes, autant financières, ressources, achats, puis ensuite stockage, livraison, expédition, et tout ceci avec des échéances généralement fixées à la journée. Le MES qui est en dessous, lui, va plutôt gérer à la seconde ou à la minute pour ce qui est par exemple des replanifications, et il va être au-dessus d'équipements ou de personnes de production qui sont capables de réagir à la milliseconde. Donc en fait, il y a bien de la place pour ces trois outils, journée, heure, minute, seconde, milliseconde.
et chacun à sa place, avec donc des capacités. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire de la productivité. Donc en fait, est-ce que je produis à la cadence que je suis censé produire? Ensuite, est-ce que j'ai des arrêts de production et comment les justifier? Ça, c'est de la productivité. Et ensuite, comment je peux analyser mes arrêts de production pour essayer de les diminuer. Parce que bon, soit ce sont des arrêts de réglage et on essaye de les diminuer, mais ça c'est plutôt méthode. Mais si on a un manque de matières premières à l'entrée qui nous empêche de conditionner, ou si on a une machine qui se met en arrêt de façon bien involontaire, c'est autant de retard, tout comme avec un Waze, si on s'arrête sur le bord de la route pendant un quart d'heure et que c'est pas prévu, bah, la planification, on va parler là plutôt d'ordonnancement, fera qu'on arrive un quart d'heure après. Après la productivité, il y a la traçabilité, c'est quelque chose d'important. La traçabilité, ouais, en effet, les sujets de qualité et tant d'autres sujets qu'on adresse. Quand je dois présenter le MES à des personnes qui ne le savent pas, qu'il y a une nouvelle personne dans l'entreprise qui a plutôt une fonction support, je leur raconte souvent cette histoire parce que c'est assez facile à comprendre. Dans une usine, on a souvent du papier. Dans les ateliers, il y a du papier de partout, il y a des fiches suiveuses, etc. Et la première étape du MES, c'est d'essayer de supprimer au maximum tout ce papier au profit d'une solution digitale. Et dans les papiers, en fait, on va avoir du reporting, c'est-à-dire qu'on va demander à un opérateur d'aller par exemple écrire quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il a fini, quels sont les soucis qu'il a eu, la quantité qu'il a produite. Bien évidemment, on va bien penser, et tout le monde utilise des applications de téléphone ou des applications web, qu'on doit pouvoir saisir ça à l'intérieur et qu'une fois que c'est saisi, tout le monde ici, imaginons qu'on soit tous dans la même entreprise, puisse avoir accès à ces données. Si on met ça dans des Excel, toi tu vas avoir 5, moi je vais avoir 7. Et c'est moi qui ai raison parce que je suis le chef, mais enfin bon, on va dire que c'est peut-être pas la meilleure méthode pour gérer. Donc la traçabilité, c'est l'unicité de l'information qui puisse être mis à tous. Et quand j'explique le MES, souvent je dis que c'est quelque chose qui est fait pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui attende quelque chose qui n'arrive pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un tableau de bord à chacun, dimensionné à la hauteur de ce qu'il veut faire, avec le minimum et pas trop d'informations non plus, mais au moins ce qu'il faut, comme votre tableau de bord de voiture, il n'y a pas toutes les informations et vous n'avez pas besoin de savoir combien à tour minute dans un moteur thermique vous êtes, ni sur une voiture électrique, combien vous consommez exactement en ampérage à la seconde. Ça n'aide pas la conduite. Mais si on veut le savoir, on a l'information. On est d'accord. Et on peut l'enregistrer, la tracer et ensuite faire de l'optimisation. On a parlé productivité, traçabilité. L'optimisation, finalement, c'est est-ce que dans le même temps et en essayant d'avoir augmenté notre productivité, d'avoir assuré la traçabilité, est-ce que l'optimisation ne serait pas, est-ce que je peux faire la même chose avec moins d'énergie ou moins de matière ou avec un temps process réduit pour arriver au même résultat? Et ça, c'est un troisième objectif du MES. Et je pense que des applications avec du suivi énergétique, tu en as pas mal aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est une composante de plus en plus importante à l'heure où on parle de réduction des consommations énergétiques. Un nouveau champ des possibles pour nous, éditeurs, s'ouvre aussi, qui est d'aller suivre ces consommations et de les optimiser en fonction de l'OF, de l'article, de tout un tas d'éléments de production. On n'a pas parlé d'un dernier sujet que le MES couvre, c'est la partie animation d'équipe, agilité dans les ateliers, qui, une fois qu'on récolte de la donnée, on est capable d'afficher des écrans dans les ateliers, par équipe, par poste, éventuellement par OF, et on va être capable de passer des consignes d'une équipe à une autre. On va être capable de voir si l'objectif est tenu ou alors s'il faut mettre la pression à l'équipe suivante pour que les objectifs puissent être rattrapés. Et c'est une composante, je trouve, qui est aujourd'hui hyper importante parce que ça offre cette agilité qui est chère. On avait quelques questions, mais on va peut-être finir sur le club MES, si tu veux, Stéphane. Le club MES, donc, ça va être des éditeurs de ce type de logiciel, ça va être des intégrateurs, donc pour pouvoir le mettre en place, que ce soit Marc-Antoine ou moi-même, nous prônons des solutions
prêtes à l'emploi. Alors quand on dit prêt à l'emploi, ça veut dire qu'elles sont prêtes à t'installer, mais il faut encore les intégrer pour discuter avec telle ou telle machine, les mettre sur tel ou tel serveur en fonction du système d'information du client et de son architecture IT, et ensuite déterminer les bonnes interfaces en fonction du métier. Vous vous adressez plutôt à des chauffeurs de poids lourds ou en logistique avec du téléphone mobile. Par contre, si vous vous adressez à un agroalimentaire en plein milieu d'une laiterie, vous n'allez pas lui donner un ordinateur, un téléphone, mais plutôt un ordinateur et un écran pour justement que tout le monde voit avec un petit peu de fumée quand même où est-ce qu'on en est. Donc nous ouvrons cette année en 2026 la candidature à des équipementiers, à des fournisseurs de solutions connexes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Il y a à l'origine de la création de ce club MES, le but était de faire connaître aux industriels ce type de solution. Parce qu'elles apparaissaient dans les années 2000 sur le marché et elles souffraient d'un déficit de visibilité, on va dire ça comme ça. D'où l'idée d'avoir regroupé ces éditeurs et ces intégrateurs autour de « on sera plus fort ensemble ». Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le message a un petit peu changé, 26 ans plus tard, le message a un petit peu changé. On se dit, tiens, en fait, on est tous éditeurs, intégrateurs de solutions qui servent à faire de la maintenance, qui servent à faire de la collecte de données, des IoT, des fournisseurs, des organisations professionnelles qui regroupent des industriels d'un même secteur d'activité. Pourquoi pas en fait leur proposer de venir aussi dans cette association, dans ce club, pour qu'on puisse être encore plus fort et proposer des événements encore plus complets. Moi, je suis toujours enchanté de parler de mon métier, du MES de manière générale, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour un industriel, c'est surtout de comprendre quelles sont ses problématiques et quels sont les outils qu'il va devoir adresser pour répondre vraiment à ses besoins. Alors, j'ai oublié quand même tout à l'heure, j'ai cité les intégrateurs après les éditeurs, j'ai oublié les consultants. Donc des consultants, on en a de façon historique. Je pense qu'avec la notion de partenariat que tu viens de donner, on va avoir plus de consultants qui ne seront pas uniquement spécialistes du suivi de production digitalisée que constitue le MES. Mais c'est quand même très important de pouvoir être accompagné, ne serait-ce que dans le dimensionnement. Moi, je suis et je connais pas mal de patrons d'entreprise, on en croise tous les jours. Et on croise les mêmes en plus. Hein. En fait, les gens, d'abord, ils se disent, bon, combien ça va me coûter cette histoire ? Qu'est-ce que je vais gagner avec ? Est-ce que je vais avoir un ROI ? Encore un discours il n'y a pas longtemps. Moi, si en 2 ans, le truc, il n'est pas remboursé, je ne prends pas. Voilà. Donc, chacun se fixe ses contraintes. Et le rôle d'un conseil est justement d'amener, peut-être de dimensionner la démarche et peut-être que, également, les différents objectifs qu'on a cités tout à l'heure, auxquels on va rajouter les analyses, éventuellement, avec des relations avec des logiciels tiers, un ordonnancement derrière une planification, que tous ces objectifs ne soient pas chassés par le client directement. En clair, qu'il ne veuille pas tout mettre en place. Je ne sais pas chez toi, mais de je la même pense manière que souvent... nous, Stéphane, on priorise notre travail tous les jours. Oui. Qu'il y a des tâches plus importantes que d'autres, on le sait tous. On fait la même chose avec les fonctionnalités de nos logiciels pour le client. Si le problème du client, c'est la planification, l'ordonnancement, on va mettre un effort supplémentaire là-dessus pour commencer et puis prévoir une autre marche d'escalier 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, etc. Faut vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on sorte de ce paradoxe de se dire un projet de ce type-là va me coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, autant étaler un investissement et construire un partenariat et pas une relation juste de client-fournisseur pour essayer d'aider et d'accompagner au mieux ces entreprises-là. Je crois que c'est une composante qu'on apprécie tous les deux, parce qu'on se connaît bien et nos entreprises se connaissent depuis une bonne dizaine d'années. On a ce point commun d'avoir compris qu'on est un partenaire longue durée. Quand une entreprise, un industriel choisit un MES, c'est pas pour l'abandonner 2 ans après et partir sur un autre système. C'est forcément une aventure à long terme. Et donc, il y a cette notion de partenariat chez toi comme chez moi, avec des gens qui nouent des liens professionnels, voire même des fois amicaux, parce que il faut qu'on se comprenne pour pouvoir nous répondre le mieux à l'industriel. Et ça, c'est pas une dominante qui peut passer dans une plaquette. C'est vraiment important d'avoir cette compréhension. Donc le conseil au départ, il est là.
pour nous aider à aiguiller et à avoir des résultats. Après, le conseil, il n'est pas toujours obligatoire. Vous avez de l'expérience, on en a aussi, on sait répondre. Et puis, comme le client nous consulte souvent tous les deux, et avec parfois d'autres, il se fait aussi une idée avec tout ce qu'on peut lui en dire et il retient le meilleur. Des fois, ça m'est arrivé de renseigner des choses pour que les équipes de Marc-Antoine décrochent une affaire. Et l'inverse aussi, je vous rassure. D'ailleurs, on est là tous les deux, sinon il serait tout seul ou moi tout seul. Tu as raison de le souligner. Je pense qu'aujourd'hui, on parlait des conseils, on les connaît tous sur le marché. Je serais content d'en connaître de nouveaux, évidemment. et c'est aussi le but de notre présence ici, hein, c'est d'essayer de démocratiser ce type de solutions, d'accompagnement qu'on a avec les industriels pour que ça puisse intéresser d'autres entreprises. Donc, on vient de passer le cap des 10 minutes. Alors, je te propose, déjà, on va remercier Michael et Sylvain qui nous ont permis cette tribune. Merci à Michael Montmaille et Sylvain Gras, les organisateurs, ils se battent au quotidien. Là, on est le dernier jour pour qu'on puisse faire tous des conférences vraiment opérationnelles. Et ils nous ont pas fait un cadeau. Tu as vu, ils nous ont envoyé 4 questions. On va essayer d'y répondre. Avec et on va se les partager avec des mots qui font peur. Donc, vous allez voir, vous allez suivre et on va essayer de répondre. On avait une question qui était liée au MES et à la souveraineté industrielle. Alors la souveraineté, on entend beaucoup ce mot en ce moment. J'ai essayé de l'aborder de deux façons. La réponse, et Stéphane était relativement en phase avec moi, on va faire une réponse du club MES, c'est-à-dire qu'est-ce que pense le marché de nos confrères à l'égard de c'est quoi le MES et la souveraineté industrielle. Pour moi, il y a un premier volet qui est vraiment opérationnel. Quand on met en place ce type de solution, on prend la maîtrise sur son process, sur son flux. Ouais, complètement. Et il faut bien voir que la souveraineté en termes d'IT, en termes de système d'information, c'est de disposer de l'ensemble de ces informations de façon maîtrisée et dans son pays d'origine. C'est-à-dire qu'un site français doit avoir son système d'information en France. Et malheureusement, quand un fournisseur américain, et il y en a plusieurs, et ils sont très pertinents et très performants, garantissent de la souveraineté française sur des données hébergées en France par eux, malheureusement, légalement, ils ne peuvent pas donner cet argument, puisqu'une société américaine est en droit, selon le droit américain, d'aller réclamer des datas qu'une société américaine peut avoir n'importe où dans le monde. Donc, attention à cela. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne veux pas porter de jugement de valeur, mais si vous voulez être souverain, il faut avoir vos données en France. Alors, le plus souvent, c'était, avec des logiciels que l'on n'a plus, ni Marc-Antoine ni moi, avec des solutions on-premise en dur. Et là, forcément, puisque c'est dans le disque dur qui est juste en dessous de la machine, on ne se pose pas tout le problème du souverain. Maintenant, vous avez une offre en SaaS, j'ai une offre en SaaS, et donc la question se pose. Donc c'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir garantir qu'on va utiliser des systèmes français, sur des sites français, italiens sur des sites italiens et espagnols et ainsi de suite, pour pouvoir permettre et garantir à un client de disposer de la sécurité sur son système d'information. Ensuite, il faudra donc avoir de la cybersécurité pour ça, parce que si les datas sont en dehors, il faut pouvoir garantir aux clients qu'elles sont aussi sécurisées, voire plus que si elles étaient chez lui. Il y a aussi des solutions, je ne reviendrai pas là-dessus, qui permettent de faire du SaaS chez le client en ayant quand même une maintenance externe. Et ça, c'est important. Toutes ces problématiques, elles sont nouvelles et on a des solutions. Et nous, en tant qu'éditeurs et intégrateurs, on se doit de mettre ces solutions à jour. C'est parfait, Stéphane, parce que tu as répondu à la troisième question, du coup, en plus. C'est fantastique. Alors, la deuxième question, je vais te la poser. Interopérabilité et standard, comment harmoniser les MES à l'échelle internationale? Alors, c'est une question encore qui fait peur dans les mots. Je suis bien content que ce soit toi qui réponde. Hein. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai travaillé sur un sujet de recherche avec l'Institut des mines télécom sur ce sujet-là, avec des développeurs, des chercheurs, de comment est-ce qu'on fait communiquer un robot, un MES, un ERP et une machine dans un langage qui est commun. Est-ce que ces systèmes peuvent avoir un langage commun? Et en fait, la réponse était relativement simple. Oui, les technologies ont fait un bond depuis 10 ans très forte. Ce qui fait qu'il y a plus de 10 ans, c'était assez difficile de faire communiquer et une machine et un système, et ça demandait beaucoup de
de temps homme, de temps d'humain pour développer des interfaces de communication entre ces différentes briques de machines, équipements, logiciels. Aujourd'hui, on ne va pas tous les citer, mais OPC-UA offre un mécanisme qui permet d'aller se connecter directement aux automates en ayant une plateforme d'échange commune, les objets connectés aussi, et nos systèmes aujourd'hui, soit le MES mais pas que, sont entièrement interfacés ou interfaçables avec ces autres éléments du système d'information. On va quand même repréciser quelque chose d'important. Le MES, en fait, c'est un nom américain parce que ça vient d'une norme qui a été mise à l'ISA, et c'est l'ISA 95. C'est-à-dire qu'il y a 11 points dans cette norme du MES. On va être d'accord qu'il y en a 8 en fait. Hein. Les 3 derniers, je ne veux pas dire qu'ils ont été rajoutés sur un coin de bar. Hein. Vous ne m'entendez même pas quand je dis ça. Il n'y a pas de certification. Voilà. Donc il y a 8 points qui sont importants. On a abordé les principaux avec la productivité, la traçabilité, l'acquisition de données, la planification de l'ordonnancement, etc. Et donc ça veut dire que dans l'harmonisation des MES dans le monde, ils sont déjà quelque part avec les mêmes fonctions, c'est-à-dire qu'ils rendent les mêmes usages. Si on compare ça à l'automobile, grosso modo, il y a des automobiles très différentes, mais elles sont quand même faites pour rendre le même service, certes, des fois dans des contextes bien différents. Toujours 4 roues et un volant, ça change pas, on est d'accord. Vu que le temps passe relativement vite, on va passer à la dernière question qui était en lien avec l'innovation et la compétitivité. Je vais te la poser, mais il serait facile de répondre, mais je veux entendre ton point de vue d'abord, qui est le MES, un accélérateur de la transformation industrielle. Alors oui, parce qu'en fait, c'est un vrai chef d'orchestre. Donc, à partir du moment où vous décidez d'avoir un chef d'orchestre qui va donner la cadence à l'ensemble du personnel et des équipements, eh bien, ça va être fédérateur. C'est-à-dire qu'on va ruisseler technologiquement jusqu'à la machine. Tu as parlé de l'OPC-UA, tu as parlé d'autres protocoles. Bien évidemment, les machines, elles savent parler depuis longtemps avec certains protocoles, sauf que les machines Schneider par les Modbus, les machines équipées de Siemens par des Profibus, Cellomron, Fins, et ainsi de suite pour toutes les marques. Donc la technologie aujourd'hui nous permet d'avoir une sorte d'espéranto qui s'appelle l'OPC-UA, qui cause, lui, avec l'ensemble de ces technos, avec ces langages bien précis, mais qui a franchi à l'intégrateur du MES toute la complexité de la connectivité, parce que lui, il va parler la même langue, un peu comme le SQL dans les bases de données, qui a permis de s'affranchir des structures propriétaires de chacun des éditeurs. Mais la compétitivité en accélérateur de la transformation industrielle, oui, puisque justement, le MES est fait pour être compétitif. On l'a abordé tout à l'heure. Pour moi, c'est pas l'outil qui résout tous les problèmes. On a un besoin, et à partir de ce besoin, on va mettre nous à disposition les bons outils en face. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on construit des lots, on construit avec nos clients industriels et d'autres industriels à venir. On dessine avec eux leur roadmap de digitalisation. On ne pense pas égoïstement qu'à nos solutions, mais on essaie d'intégrer nos solutions dans leur paysage informatique et IT, de manière à construire des choses qui soient vraiment adaptées à leurs besoins. Bref, on a compris, un MES, c'est pas indispensable, mais c'est juste absolument nécessaire pour progresser et être compétitif. On va peut-être passer la dernière minute à revenir sur le club MES et notre actualité. Marc-Antoine, tu t'occupes de la commission événements. Oui, tu as plein de boulot maintenant. Par rapport à il y a quelques années où il y avait un seul événement physique, maintenant, on a... Allez, tu compléteras tout ce que j'oublie. Donc on a cette participation au village MES qui est quand même un partenariat historique. Mais vous voyez, vous nous entendez causer, c'est-à-dire qu'on n'est pas un petit village au cœur. On est vraiment avec l'ensemble des intervenants ici. Et nous sommes, d'ailleurs, on a... Toi comme moi, on n'a pas qu'un stand. On a d'autres stands dans d'autres domaines que le MES. Et donc, c'est quand même très important de pouvoir faire partie de cette famille Global Industrie qui défend chaque année l'industrie vraiment. Et donc, voilà, on est avec eux, on est là.
déjà, et avec vous, on espère aussi, et pour vous, industriels, de manière à être plus compétitifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement? Eh ben, je vais faire la promotion de nos webinars parce qu'on a, avec 40 membres actifs, enfin 20 membres actifs réellement et une quarantaine de membres un peu moins actifs parfois. Ils vont le redevenir. On a aussi des webinars qu'on appelle Digital Experience MES que je vous conseille de vivre au moins une fois parce qu'on en fait à peu près par trimestre. Et là, on va piocher chacun dans nos clients pour aller construire des retours d'expérience autour d'un fil rouge. Ça peut être l'IA dans l'industrie, des use cases très concrets. Ça peut être l'ordonnancement, ça peut être la conduite du changement. J'en passe. Je ne vais pas vous sortir tous les sujets parce que le timer est fini. Et en tout cas, je vous le recommande. C'est un moyen de découvrir mieux cet univers-là. C'est innovant et on a quasiment une centaine d'inscrits à chaque fois. C'est un vrai bonheur. En 2026, on est en train de construire un nouvel événement uniquement Club MES. On vous en dira plus. En tout cas, merci de votre attention et à bientôt. Et merci aux organisateurs. Merci beaucoup.